Je pense qu'il parlait en son nom, il ne parlait pas au nom de tous nos frères et sœurs catholiques. Vous dites, Donc, vous je dites. dis, il parlait en son nom propre. Non, il est cardinal. Mais oui, mais il parlait en son nom propre. C'est pour dire quoi? Il a les mandats des autres. Non, non, justement, c'est ça. Il engage l'Église catholique. Non, il n'engage pas l'Église catholique. Ça voit pas. Il n'engage pas l'Église catholique. C'est ça la différence. Non, mais c'est ça la différence que je voulais vous faire comprendre. Quand il est à on dit aujourd'hui, l'État a perdu son sens, l'État a perdu plutôt son équilibre, son aura, et l'État congolais c'est un parent pauvre. Et quand on fait ses discours, je pense qu'il est suffisamment informé. Vous pensez qu'il est animé par la mauvaise foi pour dire des choses qui ne sont pas réelles? C'est quand même un homme de l'Église, un homme très saint. Vous savez, l'Église doit être au milieu du village. Le rôle d'une Église, et je pense de l'Église catholique, c'est de rassembler les Congolais, c'est de les unir pour travailler pour le bien commun. Et ce n'est pas justement de les diviser. C'est pour ça que je vous répète, cher Delphin, que les propos polémiques de Monseigneur Mbongo n'engagent que lui. Il n'engage pas l'Église catholique. Il a des propos polémiques? Ce que vous dites là, ce sont des propos polémiques. Moi, je les juge comme des propos polémiques. Il a fait un constat. Il a fait un constat. Permettez-moi de les juger comme des propos polémiques. Non, mais permettez-moi de les juger comme des propos polémiques, parce que je trouve que ce sont des propos qui ne correspondent pas à la réalité du terrain et qui ne correspondent surtout pas à la réalité des bonnes relations entre l'État et l'Église catholique et les catholiques eux-mêmes sur le terrain. Il dit, voilà, Tshisekedi ne mérite pas les Congo. Il s'est disqualifié. Claude Loubert. Demandez-lui pourquoi. Il faut étayer ça. C'est son opinion. Il est opposant. C'est normal qu'il s'oppose. Parce qu'on a une opposition, comme je vous dis, une opposition qui est une opposition, non pas de réflexion, mais une opposition de réflexe. C'est-à-dire que, de façon spontanée, dès que Tshisekedi dit bleu, eux ils disent jaune. Dès que Tshisekedi dit blanc, eux ils disent noir. On aurait besoin d'une opposition, surtout dans des moments que vit le pays, c'est-à-dire que le pays est agressé à l'Est, on aurait besoin d'une opposition qui peut être critique, mais qui est constructive, qui dit, sur ce domaine-là, on s'unit, tous les Congolais, parce que la patrie est en danger, et puis sur ce domaine-là, on met des nuances, on donne des alternatives, mais on ne fait pas que de s'opposer. Ça, ce sont des mots que je ne peux même pas commenter, cher ami. Il ne mérite pas le Congo, il s'est disqualifié, changer le président devient un impératif du salut public. Claude Loubert. Je ne vais pas répondre à ce genre de propos parce que ce sont des propos qui ne reposent sur rien. Ce sont des propos qui sont polémiques par principe. Mais il faut changer les présidents, ça devient un impératif. C'est son opinion, oui, mais c'est son opinion. C'est son opinion. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 73% des Congolais ne sont pas de son avis. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. L'actualité oblige qu'il puisse parler, lui, il s'appelle Monsieur Eric Nindou, il est directeur de la cellule de la communication de la présidence de la République, c'est la bouche autorisée du président de la République, si je peux le dire ainsi. Il est ici avec nous, vous étiez très nombreux, vous m'avez dit Delphin, il fallait les chercher parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner les bons éléments. Quand même, il a répondu à notre invitation parce qu'il respecte la presse. Il est ici avec nous, Monsieur Eric Nindou, soyez le bienvenu.
Merci, merci. En tout cas, merci pour cette invitation, cher Delphin, cher frère. Hein. C'est toujours un plaisir d'être ici sur le plateau de ton émission, une émission très populaire, très suivie. Et puis, je connais ton ton dynamique et même parfois un peu provocateur, mais c'est intéressant parce que ça permet justement cette libre expression et ça permet de faire comprendre à nos compatriotes les enjeux, les réels enjeux de notre pays. L'actualité reste dominée par les premiers discours du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi hier. C'était à l'Assemblée nationale. Il avait réuni les deux chambres en congrès et certaines personnalités politiques. Il avait fait son discours. Mais avant d'en parler, M. Eric Nindou, une question de curiosité. Eric Nindou se sent à l'aise aujourd'hui qu'on l'appelle journaliste professionnel, proche du chef, où Eric Nindou est devenu un politique? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, vous agissez maintenant comme un politique. Non, moi j'ai une carrière de 28 ans dans le journalisme, presse écrite, presse, un petit peu de radio et puis surtout presse audiovisuelle. Hein. Bon, je ne vais pas refaire ma carrière, vous la connaissez, surtout à l'étranger, pas au pays, mais bon, je venais régulièrement au pays en tant que, je veux dire, reporter, donc je connais aussi l'actualité du pays. Je suis né et j'ai grandi ici et puis je suis parti faire mon université et les études supérieures en Europe. Mais donc, je suis un journaliste de vocation. J'ai été journaliste de carrière, mais c'est vrai que je suis passé, comme on dit, de l'autre côté de la barrière. Exactement, donc je dirais, j'ai commencé un travail comme conseiller en communication en 2019, 2019, 2020, et puis après, en 2021, le président Félix-Antoine Tshisekedi m'a fait l'honneur et la grâce, en tout cas, de m'appeler pour travailler à ses côtés. Et bien sûr, ça ne se refuse pas. Je suis venu et je travaille depuis bientôt 3 ans et demi, presque 4 ans, puisque c'était le 5 mars 2021 que l'ordonnance portant mon nom donc, a été signée et annoncée à la télévision, ma nomination en tant que directeur de la cellule de communication. Donc, je ne suis plus journaliste, j'ai une âme de journaliste, ça a été mon métier, voilà pourquoi je vais vous expliquer ça. Je ne suis plus, mais je ne suis pas politique non plus, parce que moi, je n'ai pas, si vous voulez, demandé le suffrage universel, je n'ai pas cet honneur, ce privilège d'avoir été élu, mais je travaille au service d'un politique, au service du président. Vous êtes infecté par les politiques. Comment vous dites infecté? C'est comme si c'était une maladie. La politique n'est pas une maladie. C'est une belle chose, la politique, mon cher Delphin. La politique, c'est la réflexion pour pouvoir avoir une action sur, comme on appelle, le bien commun. C'est-à-dire, c'est quelqu'un a une idée, un homme, une femme, il se dit, moi, je voudrais que mon pays aille dans cette direction. Je voudrais faire ça pour mon pays. Alors les gens s'engagent à politique. Il faut, comment je veux dire, revaloriser la fonction politique. Malheureusement, notre histoire politique nationale a été très tumultueuse. Parfois, les politiques, les gens, l'opinion a une mauvaise image des hommes politiques, mais la politique, c'est quelque chose de noble. C'est une sorte de sacerdoce. Vous savez, en anglais, il y a un très bon terme parce qu'on appelle ça public servant. Ça veut dire, textuellement, les serviteurs du public. C'est ça, les hommes politiques. Ce sont des public servants. C'est pour ça que les hommes politiques devraient tous être au service du public. Et moi, comme je sers un homme politique qui sert le public, donc, à travers lui, effectivement, je sers aussi le public. Alors, Eric Nindou, hier journaliste, aujourd'hui avec l'ADN des politiques, mais certaines personnes pensent que vous n'êtes pas à l'auteur de vos tâches. Pourquoi? Parce que Eric Nindou, dans sa manière de faire, il y a eu trop de ratés. À titre d'exemple, quand le chef est malade, vous permettez à ce que même sa maladie soit connue par le commun mortel, selon plusieurs personnes. Eric Nindou, un peu, il prend trop de risques. Non, vous savez, quand on travaille à la place que je suis, et avec la responsabilité que j'ai, c'est-à-dire, sans exagérer, c'est quand même la responsabilité de la communication de la première institution du pays, qui est le chef de l'État, n'est-ce pas? Donc, on n'agit pas à la légère. C'est-à-dire que quand une décision est prise, quand une décision est publiée, une information est publiée, sachez que cette information, elle a été filtrée. Ça veut dire que cette information a passé tous les stades, toutes les strates de validation. Donc ce n'est pas Eric Nindou qui peut se lever le matin
et faire un tweet selon son humeur, selon ses sentiments. C'est quelque chose qui est professionnellement décidé. On dit plutôt que vous avez les droits des vétos. Non, écoutez, qui impose quand vous dites que c'est filtré. Donc, ce qui veut dire que... c'est-à-dire que c'est une décision... Vous cédez vos responsabilités. Pas du tout. Non, quand je dis que c'est filtré, c'est parce que c'est le travail d'une institution. Moi, j'en porte la responsabilité puisque je suis directeur de la cellule de communication du chef de l'État. D'accord? J'agis sous une ordonnance du chef de l'État. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que le chef de l'État me fait confiance pour diriger sa cellule de communication, n'est-ce pas? Mais comme je dis, une décision ne se prend pas tout seul. Elle passe par des filtres, parce que dans une institution, il y a une hiérarchie, il y a un organigramme, elle passe par des filtres. Et quand elle va vers le public, elle a été filtrée, elle a été décidée. Donc il a été décidé de communiquer de telle façon, parce que, effectivement, dans notre pays, et c'est le président Tshisekedi qui a amené ça, c'est-à-dire il y a une véritable démocratie, il y a une liberté de parole, il y a aussi une certaine transparence, il y a ce qu'on appelle l'accès à l'information publique. Et le président étant lui-même la première personnalité publique, c'est pour ça que cette information-là, elle a été donnée à la presse dans les circonstances qui étaient celles-là. Et si vous avez bien vu, quelques jours ou quelques, je pense, semaines après, non, c'était quelques jours après, le président était à Bruxelles, en convalescence. Il a donné une interview à Christian Lusakwen de Top Congo, hein, et un autre journaliste qui est là, je crois que c'était Amba, voilà, Amba Wechi, un journaliste congolais qui vit en Belgique. Et le président lui-même l'a expliqué. Il a dit, j'étais là en séjour parce que, justement, je suis venu me faire soigner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Que vous puissiez porter les fardeaux seuls. Donc, non, je ne quand une information... Ce n'est pas une question de porter le fardeau. C'est pour l'opinion. Non, mais je vous explique, justement. Vous parlez de cette émission. Oui, voilà, c'était cette émission-là. Le chef lui-même en a parlé. Donc, c'est-à-dire que c'est une information qui devait passer parce que le président doit, dans une certaine mesure, bien sûr, en tant qu'institution, pouvoir avoir une communication transparente envers son public, envers son peuple qui l'a élu et qui lui a fait confiance pour les diriger. Alors, c'est le chef de l'État qui vous donne ce qu'il faut communiquer à la population, ou vous, comme professionnel, vous regardez, vous essayez un peu de soigner cette information, vous lui proposez, il valide, ça passe. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, en termes de sciences politiques, le colloque singulier que un agent de l'État, un agent en tout cas de la présidence, a avec son chef qui est le président. C'est quelque chose qui reste secret et discret. Je ne vous expliquerai pas quel est le mode de fonctionnement. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la seule personne envers qui je rends des comptes, c'est la personne qui a signé l'ordonnance qui, aujourd'hui, me fait travailler. Vous comprenez? Donc, Eric Nindou, ce n'est pas un électron libre. Bien sûr, je travaille au sein d'une institution, il y a une organisation, il y a une hiérarchie, il y a un responsable administratif qui est le directeur de cabinet, mais le premier responsable à qui je rends compte, c'est le président de la République. Ce n'était pas mes questions, c'était les questions du public. C'est normal, donc on souffrait à répondre les à toutes ces questions parce avec que plaisir, on ne vous reçoit pas chaque jour. Mais M. Eric Nindou, c'est vrai, l'actualité reste le discours du chef de l'État, mais vous devez quand même vider les arriérés. Une question directe. Est-ce Félix Tshisekedi aujourd'hui, il garde encore sa légitimité? Mais absolument, cette question me paraît bizarre, bien que je sens qu'il y a quelque chose derrière, donc j'attends la suite parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très clairvoyant. Si vous posez une question, c'est que vous avez une arrière-pensée. Mais bien sûr, je veux dire, je réponds sans hésitation que cette question ne se pose même pas. Il a été élu à plus de 73%, cher ami. C'est-à-dire, quelle légitimité y a-t-il de supérieur à ce qu'on appelle la légitimité populaire, le vote populaire? Des élections, comme on l'a dit d'ailleurs, qui étaient les élections les mieux organisées depuis que le Congo est dans ce processus démocratique. Si on peut dire depuis 2006. Mieux organisé selon vous, mais pas non, selon les tous les observateurs. Vous êtes dans votre erreur. Selon tous les observateurs internationaux, c'était des bonnes élections. Il y a eu quelques couacs, mais c'était des bonnes élections. Même aux États-Unis, dans des pays de vieille démocratie, il y a de la contestation et tout ça. Donc, laissons tomber ces histoires de contestation. Ce sont de bonnes élections. Ça a été légitimement reconnu à la fois au niveau national qu'au niveau international, que le président Félix Tshisekedi a été élu et bien élu. Donc, cela implique automatiquement qu'il a la légitimité pour diriger ce pays.
La légitimité, selon vous, il était élu avec selon la loi, plus de 60, selon la loi. Avec plus de voilà, 60%. C'est le président de la République. Mais vous serez d'accord avec moi que vous pouvez avoir la légitimité pendant les élections, 2 mois, 3 mois, 5 mois après, vous pouvez perdre cette légitimité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il semblerait qu'aujourd'hui, la popularité que Tshisekedi avait avant les élections et aujourd'hui, ça a diminué. Ce qui veut dire... Oui, mais ne confondons pas tout. Vous êtes dans l'opinion... Vous êtes quelqu'un de très pertinent, Delphin. Donc ne confondons pas tout pour ne pas troubler l'esprit parfois de nos téléspectateurs. Il y a la question de la légitimité. Celle-là, elle découle d'un processus légal et un processus qui est établi selon les institutions du pays. Le président a été élu, il a prêté serment le 20 janvier 2024, donc il est légitime, il exerce le pouvoir régalien. D'accord? Après, il y a une question de opinion publique, de popularité. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement fluctuant. Et effectivement, il peut avoir une baisse de popularité, peut-être. La preuve, hier, dans son discours, c'est-à-dire le 11 décembre, dans son discours solennel sur l'état de la nation, le président lui-même a dit: il y a eu quelques retards lors de mon premier mandat, après ma prestation de serment du 20 janvier. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que notre Constitution oblige le président à organiser les choses. Non, on va y arriver en détail. Moi, je voulais savoir que si un chef perd la popularité, il ne perd pas la légitimité. Non, il ne perd pas la légitimité, d'abord. Ça, c'est une chose. La légitimité, ça s'obtient à travers un processus légal, rationnel qui sont... Non, la légalité et la légitimité, ce n'est pas la même chose. D'abord, il y a 3 types de légitimité. La légitimité légale rationnelle, si je me réfère à Max Weber, qui est un grand sociologue qui a parlé de ça, celle-là, il l'a. Et puis, il y a la légitimité charismatique, c'est-à-dire quel est l'état de l'opinion. Mais je pense que le président... légitimité populaire. Oui, il l'a aussi. Il l'a toujours. Parce que moi, les sondages que j'ai par rapport à la popularité, donc à l'adhésion de la population en la personne du président, il est toujours au-delà de 60%. C'est vrai que ça a un peu baissé. J'avoue que ça a un peu baissé depuis janvier. Ça a un peu baissé à cause de justement toutes ces histoires de retard. La population n'a pas très bien compris, malgré le fait que le président a été bien élu, malgré le fait qu'il y avait une majorité écrasante au Parlement. La procédure de désignation de la Première ministre et puis la constitution du gouvernement ont pris un peu de temps. Et les gens étaient un peu en attente. Et le président en a parlé hier. C'est pour ça que je précisais ça. Mais malgré tout, la légitimité même populaire, il la détient. Donc ne troublez pas la population autrement. Et ce qu'on appelle l'opinion publique, les sondages nous montrent que c'est fluctuant. Parfois, le président peut être très haut dans les sondages parce que les gens adhèrent à, je dirais, presque à 80% après son élection. Et puis ça peut baisser aux environs de 60%. Mais le discours d'hier, et nous allons y venir, et justement... Monsieur Eric Nindou, je ne veux pas... Et justement, un moment fort, c'est justement... Non, on va aller dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est un moment fort où le président, selon cette tradition républicaine, revient devant son peuple, devant le Parlement, les représentants, et il fait ce devoir de redevabilité. Il leur explique le chemin qu'il a tracé, et je pense que si vous regardez les sondages, en tout cas les réactions de l'opinion publique depuis hier, on voit qu'il a récupéré toute cette popularité qu'il avait peut-être un petit peu perdu. Monsieur Eric Nindou, je précise qu'il est directeur de la cellule de la communication de la présidence de la République. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elcas Télévision. Mais monsieur Eric Nindou, je savais que vous allez tomber dans mes pièges, mais parlons-en. Dites-moi quel piège. Parce que vous dites que hier, le chef de l'État a récupéré sa popularité parce qu'il a convaincu l'opinion en faisant les discours, mais j'aimerais quand même prendre un secteur. Quand vous parlez qu'il a convaincu l'opinion, nous avons une population chômeur. Si je vous pose une question directe, j'aimerais que vous puissiez donner également une réponse directe. Savez-vous aujourd'hui si la RDC a combien de chômeurs selon le statistique de l'ONEM? Parce que vous êtes un journaliste, vous devez parler avec les chiffres. Mais non, on parle avec les chiffres. Quand ces chiffres sont, comment on appelle ça, ils sont fiables. Et malheureusement, dans notre pays, malheureusement, les chiffres et les statistiques ne sont pas fiables pour l'instant. Parce que ce n'a pas été la tradition depuis longtemps
de pouvoir avoir des chiffres fiables. La preuve, au point de vue même du recensement de la population. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de recensement, cher ami? Vous savez, ça fait très longtemps. Donc, quand on estime la population à 20 millions à Kinshasa, à 100 millions sur le territoire national, ce sont des projections. Mais ça doit se faire et on va le faire. On l'avait annoncé, on va le faire cette année. Vous êtes trop dans les promesses. Non, on ne gère pas les pays. C'est pas les promesses, c'est la réalité. En promettant, sans réaliser on ne gère quand pas même. le pays, mais gérer le pays, c'est programmer les choses. C'est-à-dire, on fait les choses les unes après les autres. On programme les choses sur base de quoi? Sur base des statistiques que vous avez? On programme les choses sur base de statistiques parfois, mais on programme aussi les choses sur base du plan que l'on a déjà tracé. Et le plan qui est tracé, c'est lequel? C'est le plan qui a été présenté par le président lors de la campagne électorale. Vous parlez des 6 piliers. Il a parlé de 6 engagements. 6 engagements. Ces 6 engagements, vous voulez qu'on les rappelle ou vous les connaissez? Non, non. Prenons le premier engagement. Bon. Parmi les engagements, il y avait l'emploi. Voilà. Il y avait l'emploi. Parlons-en. S'il vous plaît. Parlons-en. Oui, justement. Laissez-moi terminer la question. Non, moi je veux répondre à votre question. Laissez-moi terminer la question. Non. Vous parlez de l'emploi. Attendez. Parlons de l'emploi. Parce que vous parlez de l'emploi. Vous avez promis, à moins que je me trompe, 6 000 emplois par année. 6 000. Non. C'était 6 000, c'est très peu, mon frère. C'était 6 400 000 emplois sur les 5 ans. Je l'avais fait C'est une trajectoire. Je l'avais fait sciemment pour vous sauver. 6,4 millions d'emplois sur les 5 ans. Je l'avais fait sciemment pour vous sauver. Je vous le dis parce que c'est écrit. Oui. Il y a un manifeste qui est là. Et aujourd'hui, vous avez donné combien d'emplois aux Congolais? D'abord, je vais vous dire une chose. Un bilan dans un quinquennat, ça se juge à la fin du quinquennat. D'accord? Maintenant, la question que vous devrez poser, parce que vous êtes un homme réfléchi et pertinent, c'est est-ce que notre trajectoire est-elle bonne? Effectivement, moi je vous réponds que notre trajectoire est bonne. Et c'est ça que le président a présenté hier. Quand il explique que nous avons eu un taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut de 6%, qui est 2 fois celui de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui n'est qu'à 3,8%. Ça veut dire que le Congo est dans une bonne trajectoire. Un budget d'environ 18 milliards de francs, le budget pour 2025. On est dans une bonne trajectoire. Il a parlé de création d'emplois à la zone, par exemple, un exemple parmi d'autres, la zone de, comment on appelle ça, la zone de Maluku, là où, justement, la zone franche de Maluku. L'usine de Pepsi, l'usine de faïence, l'usine de zinc à Kipushi et d'autres usines. Tous les chantiers d'infrastructures qui sont menés actuellement. Construction de routes, construction d'écoles, construction de bâtiments scolaires, construction de centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoires. Tout ça, ce sont des chantiers qui emploient des gens. Et le bilan va être fait. Ne vous en faites pas. On va vous sortir bientôt le bilan pour vous dire combien de gens on a employé, combien d'emplois ont été créés. Mais ce que l'on sait, notre responsabilité, la responsabilité du chef de l'État devant son peuple, c'est qu'au terme du mandat, il puisse leur dire « Je m'étais engagé à créer 6,4 millions d'emplois, voilà, j'en ai créé 6 millions, 7 millions, 8 millions, on verra. » Donc c'est-à-dire, soyez patients. Vous donnez raison aux opposants qui pensent que M. Tshisekedi tâtonne au sommet de l'État. Mais il ne tâtonne pas, je vous donne qu'on a un programme et on est en train de dérouler ce programme. Vous êtes incapable sur ces plateaux de me donner les nombres d'emplois pendant le premier année que vous avez à donner aux Congolais. Vous êtes dans les firmaments. Monsieur Delphin, on ne parle pas d'un emploi qui a été créé aujourd'hui ou demain. On vous parle d'une trajectoire, c'est-à-dire le nombre d'emplois créés. Et vous verrez... On peut quand même évaluer. Mais bien sûr. Parce que vous avez que 5 ans. Vous avez que 5 ans. Vous avez parlé d'autant d'emplois. Mais chaque année, vous devez quand même libérer l'espace, donc donner les emplois. Au fur et à mesure, on sait que durant les 5 ans, on va totaliser le nombre d'emplois prévus. Si vous voulez des chiffres peut-être précis, adressez-vous au ministre de l'Emploi. Mais ce que moi je vous explique comment je veux dire la dynamique qui est créée. Et cette dynamique, elle est positive. Parce que les emplois sont en train d'être créés. Parce que ce qu'il faut faire pour pouvoir créer des emplois, à la fois la fonction publique, et hier le chef a parlé de l'assainissement de la fonction publique, c'est-à-dire enlever les doublons, enlever les emplois fictifs, pour avoir un cadre correct, un cadre rationnel avec des fonctionnaires qui forment ce qu'on appelle la colonne vertébrale de notre État. Il y a ceux qu'on emploie, enfin qu'on recrute au sein de l'État. Il a parlé aussi, par exemple,
des 5000 magistrats qui ont été recrutés au sein de l'appareil judiciaire, il y en a 2500 qui sont déjà affectés, 2500 autres vont être affectés et on va en recruter encore d'autres. C'est-à-dire qu'il y a les emplois publics et puis il y a les emplois privés. Les emplois privés, ça nécessite quoi? Ça nécessite de créer un cadre de climat des affaires qui permettent aux investisseurs, ou à vous, à moi, à tous les jeunes Congolais qui veulent se lancer dans le business, dans les affaires, de pouvoir se lancer dans les affaires. Et ce dossier-là de l'assainissement du climat des affaires, c'est le premier président de l'histoire du Congo qui a installé à son cabinet, près de lui, une cellule de climat des affaires. Et il suit ça, je peux vous le dire, jour par jour, je dirais même peut-être minute par minute. Et les choses sont en train de s'améliorer, cher ami. C'est pour ça, justement, il y a eu les investissements de Pepsi, les investissements de Kiko dans le zinc, les investissements de l'usine de faïence et d'autres choses qui se font. Donc, soyez rassurés. Rassurons nos téléspectateurs et nos compatriotes. Les emplois sont en train d'être créés et au moment où le bilan sera fait, nous atteindrons nos objectifs. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas donner les bilans, vous êtes que dans les cosmétiques. Non, je ne suis pas dans le cosmétique, cher ami. Non, là, vous utilisez des grands mots pour un peu provoquer. Je comprends, si vous êtes dans votre rôle. Mais le chef lui-même, il avait dit. Le chef lui-même, il avait dit, dans l'opinion pense que les chefs était clair en disant l'État ne donne pas l'emploi. Mais vous, les scientifiques à côté de lui, vous voulez tout simplement les sauver. Le chef n'a pas dit que l'État. Le chef a dit que, imaginez-vous, sans rationnel. Détrompez-vous, l'État ne donne pas l'emploi. Mais oui, mais mon cher il avait dit ça. Mon cher Delphin, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans un pays qui compte 100 millions d'habitants, dont à peu près on dit que 70%, donc 70% de la population a moins de 25 ans. Vous voyez ce que c'est la masse des jeunes qui vont chaque année sur le marché de l'emploi. Vous croyez que tous ces jeunes vont devenir fonctionnaires? Gouverner, c'est prévoir. Non, je vous demande si vous pensez que tous ces jeunes vont devenir des fonctionnaires. Gouverner, c'est prévoir. Non, c'est pour vous dire que quand le chef a dit ça, il voulait simplement dire que toute cette masse qui vient sur le marché de l'emploi ne va pas être absorbée par l'administration publique. Et au contraire, c'est bien. Dans les pays qui fonctionnent bien, je veux dire, qui ont une économie qui tourne, je veux dire, c'est le secteur privé qui est le premier employeur. Ce n'est pas l'État. Donc, en fait, c'est un malheur au Congo que l'État ait été et reste encore un peu, dans une certaine mesure, le premier employeur du pays. C'est pour ça que le président Tshisekedi se bat pour assainir ce que je vous expliquais, pour améliorer l'environnement des affaires, pour qu'il y ait plus d'emplois dans le secteur privé. C'est le secteur privé, c'est les entreprises, les PME et PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. C'est ça les viviers d'emploi dans l'économie réelle. Alors, ce n'est pas la fonction publique. La fonction publique va recruter, mais franchement, sur la masse de gens qui veulent travailler, elle recrutera peut-être, je dirais, entre 20 et 30%. Les 70% iront dans les emplois créés dans le secteur privé et ils sont en train d'être créés. Monsieur Eric Nindou, je ne veux pas que vous soyez lapidé par la jeunesse. Mais je ne veux pas lapidé. Arrêtez d'utiliser des mots. Je ne veux pas que vous soyez lapidé par la jeunesse. D'abord, on peut avoir un débat sans utiliser des mots violents. Non, personne ne va lapider personne. Je ne veux pas parce que le souci est que vous puissiez bien communiquer, mais cette jeunesse, elle est observatrice. Pourquoi? Et elle est exigeante. Exigeante. Et c'est pour ça que le président lui a répondu hier et il s'est même adressé directement à cette jeunesse en lui disant, les jeunes, n'écoutez pas le chant des sirènes de ceux qui veulent vous manipuler. N'écoutez pas le chant des sirènes de ceux qui veulent vous amener à collaborer avec les ennemis de la République. J'ai l'impression que ayez un esprit patriotique. J'ai l'impression que vous faites d'un passage du discours, justement. Au cardinal Fridolin Mbongo, parce qu'il avait dit, les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes sont orphelins d'eux-mêmes. Nous avons un problème de leadership. Il avait même loué le président rwandais qui se bat pour construire son pays, un vrai leader. Est-ce que Cardinal Mbongo n'a-t-il pas dit vrai? Le cardinal Mbongo, qui est une grande personnalité du pays, puisqu'il est le chef de l'église catholique, si je puis dire, du Congo, mais le catholicisme, l'église catholique sont la religion majoritaire au Congo. Je pense qu'il parlait en son nom, il ne parlait pas au nom de tous nos frères et sœurs catholiques. Vous dites, il parlait en son nom propre. Non, il est cardinal. Mais oui, mais il parlait en son nom propre. C'est pour dire quoi? Il a les mandats des autres. Non, justement. Il engage l'église catholique. Non, il n'engage pas l'église catholique. Ça ne voit pas. Il n'engage pas l'église catholique. C'est ça la différence. Non, mais c'est ça la différence que je voulais vous faire comprendre. C'est qu'il y a d'autres prélats
d'autres éminences de l'Église catholique qui ont un autre discours parce qu'ils voient sur le terrain ce que le chef de l'État fait. Vous savez que dans le cadre des 145 territoires, par exemple, tout ce projet justement d'essayer d'avoir un développement qui vient de la base en créant, comme je vous ai dit, des centres de santé, des écoles, des bâtiments administratifs dans un premier temps et dans un second temps des activités créatrices d'emplois, le président a octroyé un budget pour l'Église catholique en leur disant « Travaillez dans vos diocèses ». Moi, j'ai été voir ces bâtiments. On a même fait une émission qui est passée sur la RTNC et sur d'autres chaînes où Monseigneur Chollet a dit lui-même qu'il reconnaissait ce partenariat exemplaire entre l'État et l'Église catholique. On leur a donné un budget, on leur a dit « Gérez ce budget comme vous voulez ». Et ils ont fait des choses dans les diocèses. Ils ont construit des centres de santé, ils ont réhabilité des maternités, des centres scolaires. Donc, il y a une collaboration. Mais c'est que vous avez donné à l'Église catholique, c'est minime. L'Église catholique a commencé à construire depuis longtemps. La République se sert de bien de l'Église catholique. Je n'ai pas dit que... Il ne faut pas vous louer de ça. L'Église catholique est structurée. Essayez de bien comprendre mon message. Mon message n'est pas de dire que l'État, que le pouvoir actuel finance l'Église catholique. Non, c'est dire que le pouvoir actuel a de bonnes relations avec l'Église catholique. Mettez de côté les propos de Monseigneur Mbongo qui n'engage que lui-même. Et invitez-le à cette place pour lui demander de s'expliquer. Il n'est pas politique. Moi, je ne vais pas répondre à ce qu'a dit Monseigneur Mbongo. Moi, je suis sur la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que les relations entre l'Église catholique, c'est-à-dire les croyants catholiques sur le terrain, et l'État sont des bonnes relations. Parce qu'on est tous au service de la population. Vous savez, les prêtres qui sont dans le fin fond du pays, qui aident les Congolais, ils le font au nom de l'amour du Congo et ils ne le font pas en fonction de ce que dit un évêque quand il est à Kinshasa. Quand on dit aujourd'hui, l'État a perdu son sens, l'État a perdu plutôt son équilibre, son aura, et l'État congolais c'est un parent pauvre. Et quand Mbongo fait ses discours, je pense qu'il est suffisamment informé. Vous pensez qu'il est animé par la mauvaise foi pour dire des choses qui ne sont pas réelles? C'est quand même un homme de l'Église, un homme très saint. Vous savez, l'Église doit être au milieu du village. Le rôle d'une Église, et je pense de l'Église catholique, c'est de rassembler les Congolais, c'est de les unir pour travailler pour le bien commun. Et ce n'est pas justement de les diviser. C'est pour ça que je vous répète, cher Delphin, que les propos polémiques de Monseigneur Mbongo n'engagent que lui. Il n'engage pas l'Église catholique. Il a des propos polémiques? Ce que vous dites là, ce sont des propos polémiques. Moi, je les juge comme des propos polémiques. Il a fait un constat. Il a fait un constat. Permettez-moi de les juger comme des propos polémiques. Non, mais permettez-moi de les juger comme des propos polémiques, parce que je trouve que ce sont des propos qui ne correspondent pas à la réalité du terrain et qui ne correspondent surtout pas à la réalité des bonnes relations entre l'État et l'Église catholique et les catholiques eux-mêmes sur le terrain. Vous pensez qu'à un moment, c'est un politicien soutane? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Franchement, invitez-le. Et je pense que le devoir de redevabilité que lui, il a aussi en tant que personnage public, il devra venir vous répondre. Pourquoi il a un discours qui est un discours qui peut nous paraître un discours agressif envers l'État, alors qu'il pourrait avoir un discours critique mais constructif. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et quelqu'un m'avait dit l'Église ne peut pas être au milieu du village, l'Église doit être du côté de la vérité. Donc on suppose qu'il y a un bon du côté de la vérité. La vérité, elle est celle de la réalité des Congolais qui vivent au jour le jour l'implication de l'État. Il faut venir comme moi à Mutowa, dans le fin fond du Tanganyika, pour voir un centre de santé, cher ami, qui a été construit dans le cadre du PDL 145 et qui permet aujourd'hui à nos sœurs, à nos mères, à nos femmes d'aller pouvoir accoucher là-bas, alors que c'est à 40 km de Kalemi et qu'avant, les mamans mouraient sur le chemin parce qu'elles devaient aller accoucher à Kalemi. Aujourd'hui, grâce à la volonté du chef de l'État qui a lancé ce programme de développement à la base des 145 territoires et grâce à l'appui, par exemple, puisque c'est le PNUD qui travaille sur place, on a vu un centre de santé qui est sorti de rien, au milieu, presque je pourrais dire, de la brousse, et qui aujourd'hui est équipé d'équipements modernes et va aider nos sœurs, nos mères, nos femmes. Donc c'est ça la réalité du terrain. Aller au plus près des besoins de la population
et de ne pas faire des polémiques de salon. Monsieur Ça ne sert à rien. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas la dimension de la République démocratique du Congo parce que le PDS 145 territoires, Oui. vous avez réalisé qu'à 30%. Le Congo Oui. est grand. Mais oui. Le Congo est grand. Mais oui. Et les réalisations Oui. de Félix Tshisekedi, ce n'est pas de l'aumône. Il est dans l'obligation de Mais le j'ai pas faire. dit que c'était de l'aumône. Oui, oui, il est dans Pourquoi vous dites l'obligation. que c'est de l'aumône? Oui, J'ai pas oui, dit que il c'était est de dans l'aumône. l'obligation de le Mais faire. justement, Vous mais il avez le réalisé fait. que 30% Mais il le des fait. opposants pensent que les 70 Non, il n'a pas- restants, il n'a pas les réalisé 70 30%. restants Ce n'est pas vrai. est tellement considérable. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose... En fait, ce que vous n'avez pas à comprendre, mais c'est normal, parce que vous êtes dans votre rôle de journaliste polémiste, c'est Non, que... non, j'ai fait qu'à poser Si, une si, question. non, mais avec un certain ton. Et c'est normal, et j'accepte le jeu, sinon je ne serais pas venu ici. Et comme je dis, c'est de bonne guerre. Parce que ça me pousse à répondre, et à répondre le plus clairement possible à vos questions, qui sont en fait les questions de l'opinion publique. Je disais donc, le PDL 145, c'est actuellement, et pas de l'avis du Congo, de l'avis même du PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le développement, le meilleur programme de développement depuis des décennies. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui part de la base, c'est-à-dire des besoins réels de la population. Et ces besoins réels, d'abord avant tout, c'est des besoins en éducation, en santé, et puis aussi en accès, ce qu'on peut dire, aux services publics, électricité, eau potable et tout ça. Et c'est ce que le PDL 145 est en train de faire. Il nous permet de faire sur le terrain ce que d'habitude on ne faisait pas parce que tout se décidait de Kinshasa. Là, ça se fait sur le terrain, au plus près des populations. Maintenant que le programme ne soit pas assez rapidement réalisé. Mais ça, c'est normal. Parce que précisément, comme vous l'avez dit, Monsieur Delphin, la réalité du pays, la grandeur du pays, l'absence de voies de communication ou qui sont en mauvais état, l'absence de route, l'absence d'intrants, c'est-à-dire de matières premières, de ciment parfois, de bouts de métal pour construire des bâtiments, fait que ça doit venir de loin. Quand je vous parle de ce centre de santé de Mutoa, on est parti le voir, le président l'a visité. C'est celui-là, je pense, le centre de santé de Mutoa. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que les gens nous ont expliqué sur place? Que ça a pris du temps, ça a pris du retard, ça a pris presque 6 mois de retard de réalisation, parce que avec la saison des pluies, c'était impossible de faire venir des camions de Kalemi, ou bien faire venir des camions même parfois de Lubumbashi pour amener le matériel. Vous comprenez? Donc, notre pays vient de loin. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. La réalité de notre pays fait que son immensité, on doit le développer, mais on le fait pas à pas. Et l'intérêt, comment je veux dire, la bonne nouvelle, notamment celle du discours du chef de l'État, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et c'est ce que a expliqué son discours du 11 décembre, son discours sur l'état de la nation. C'est dire aux Congolais, de façon sincère, voilà où on est, voilà ce que l'on a fait, et voilà où on va. En fait, je vais résumer ça en une phrase. Pas de problème. Le président Tshisekedi a fait ce qu'il avait dit, et là, il a dit ce qu'il va faire pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'un chef doit agir, parce qu'il trace un chemin et il donne un cap. C'est comme ça qu'un chef doit dire, selon vous, Oui. mais pas selon certains Non, Congolais. selon la population. Mais Monsieur- certains Congolais, c'est normal. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Monsieur Et ça, Eric c'est la Nindou, démocratie. Monsieur Eric Nindou, directeur de la cellule de la communication de la présence de la République. Mais Monsieur Eric, j'aimerais quand même vous défier sur ces plateaux. Vous dites que le PD 145 territoires est une bonne chose, mais un projet mal conçu, selon certains opposants. Dans ces projets de PD 145 territoires, vous n'avez pas prévu la construction de nouvelles prisons. Comment voulez-vous que le développement soit la base? Vous mettez la culture du sanction à côté. Comment expliquer? Mais parce que simplement, les gens qui disent ça, vos opposants... Aucune prison. Non, non, je vous explique. PD 145, Je- aucune prison Je vous explique. prévue pour... Non, je vous explique. Vous parlez de l'état des droits, Non, n'oubliez pas. Non, mais bien Ah, sûr, ouais, mais ouais. je vous explique. Hum. Le PDL 145, c'est un programme spécial, d'accord? Mais ce n'est pas toute l'action du gouvernement. Le gouvernement a ce qu'on appelle le PAG, le programme d'action du gouvernement, qui est basé sur la vision du chef de l'État, les 6 engagements, et qui se projette entre 2024 et 2028. Et dans le programme d'action du gouvernement, il y a un volet justement sur la justice. Je reviens à la dernière visite du président au Tanganyika. Il y a là, effectivement, à je pense quelque chose comme 15 km de Kalemi, un palais de justice qui est élevé là, construit en partenariat notamment avec la coopération suédoise et la Banque mondiale. Et il est là. C'est-à-dire que
il y a d'autres programmes qui s'occupent de la justice. Il y a d'autres programmes qui s'occupent de construire des prisons. Donc il ne faut pas tout confondre. Le PDL 145, il s'attaque à quelque chose de précis, c'est-à-dire le besoin de base. Le besoin de base, comme je vous l'ai dit, c'est l'éducation, la santé, l'administration, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et la création d'emplois. Et notamment, il y aura tout un volet sur l'agriculture. Dans la deuxième phase, parce qu'on va réfectionner, réhabiliter les routes de desserte agricole, et le président en a parlé, près de, je pense, 35 000 km de routes de desserte agricole qui vont être réhabilitées, pour permettre précisément que toutes les productions agricoles qui sont produites dans l'intérieur du pays puissent atteindre les centres de consommation que sont les grandes villes. Parce qu'actuellement, malheureusement, il y a du manioc, du maïs ou quoi, qui pourrissent en ville parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les grands centres de consommation. Et une ville comme Kinshasa est obligée d'importer des choses. Mais c'est ça qu'on est en train de changer. Et c'est un travail colossal. Donc 6 ans après, vous êtes en train de tâtonner pour donner des solutions. On ne tâtonne pas, ça se fait. Parce que nous avons... Je veux répondre. Vous savez quel est le besoin en route du pays? Diagnostic qui a été fait en 2019, à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Vous savez quel est le chiffre? 58 000 km de routes qu'il faut construire pour pouvoir rendre le Congo, je veux dire, au niveau d'un pays normal, si je puis dire. Sur 58 000 km de routes, mon cher ami, avec des montagnes, des vallées, des obstacles à franchir, des rivières, des fleuves. Ça ne se construit pas. Vous voulez dire que Kabila n'avait rien laissé parce que Kabila avait fait les 5 chantiers, Kabila avait fait la révolution de la modernité. Cher ami, donc, vous voulez dire que vous n'avez rien trouvé? Non, ce que je peux vous dire, c'est que si on doit passer au crible le bilan de l'ancien régime, ça ne va pas nous prendre 1 heure d'émission, mais ça va nous prendre 3 jours d'émission. C'est pour vous dire, ne revenons pas là-dessus. Mais il avait laissé quand même des bases. Il avait laissé des bases que vous avez profité. On a trouvé le pays dans un état de décrépitude totale, cher ami. Vous risquez d'énerver les gens à la maison. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a eu cette rupture malheureuse entre le FCC et Cash. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que le cap est fixé actuellement. Le cap fixé par le président Tshisekedi, c'est de faire du Congo un grand pays. Et d'ailleurs, le véritable horizon, c'est ça qu'il faut comprendre. Le PNSD, le Plan National Stratégique de Développement, il nous donne un horizon de 2050. Parce qu'il faut avoir le courage de dire la vérité aux Congolais. Oui, le courage de dire la vérité aux Congolais. C'est-à-dire que le Congo sera un grand pays industrialisé, je veux dire, de la dimension de la France ou des États-Unis ou du Brésil ou de l'Allemagne. Il ne peut pas l'être en 2025. Mais il faut travailler aujourd'hui pour qu'il le soit en 2050. C'est-à-dire pour nos enfants, pour vos enfants, pour peut-être mes petits-enfants. Vous comprenez? Mais simplement, il faut se mettre au travail. Et c'est ça que le président Tshisekedi a mis le pays au travail depuis 5 ans. Et il continue à le faire en donnant le cap, en sachant où on veut aller. Et chaque année, on fixe des objectifs et on atteint ces objectifs. Monsieur Eric Nindou, je ne veux pas dire ici, comme les opposants, que le régime tâtonne, parce que vous dites que la RDC sera un pays développé ou émergent en 2050. Je me rappelle, j'étais avec vous à l'équipe de campagne du chef de l'État. On était avec le professeur Mukoko Samba. J'avais suivi le professeur Mukoko Samba qui avait dit la RDC en 2030 sera un pays émergent. Aujourd'hui, il est professeur, il est également ministre de l'économie. Oui, mais ne confondez pas émergent et développé. Si vous connaissez, si vous connaissez la terminologie du développement, il y a des pays industrialisés et puis il y a des pays émergents. Un pays émergent, c'est quoi? C'est un pays qui est en phase de l'industrialisation. Je vous donne un exemple. Les États-Unis sont un pays industrialisé. D'accord? La Turquie est un pays émergent. Mais pourtant, la Turquie, aujourd'hui, a une industrie qui est déjà bien établie. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti en Turquie, mais une industrie bien établie. C'est-à-dire qu'il y a des phasages. On sera sans doute, si on continue sur la même trajectoire, avec le même leadership, j'espère qu'on aura tout fait pour qu'en 2030, le pays soit un pays émergent. Et en 2050, 20 ans plus tard, on pourrait être un véritable pays industriel. Est-ce sur le plan économique aujourd'hui, le chef de l'État ne s'est pas trompé à prendre professeur Mukoko Samba, le mettre là où il est comme ministre de l'économie? Il semble que la vie, de plus en plus, elle est devenue chère. Est-ce que ce n'est pas un casting raté? C'est bien la provocation, mais il faut quand même que ça... Je fais que poser la question. Oui, mais il faut que ça repose sur la vérité. La vérité est que ce gouvernement, et on en a parlé justement, le président en a parlé dans son discours, comme je vous le disais, les chiffres sont là aussi. 6% de croissance, alors que la moyenne africaine est plutôt de 3%.
un budget de 18 milliards, des réserves internationales de 6 milliards 117 millions 50 000 $, qui nous permettent d'avoir 14 semaines d'importation. C'est-à-dire ce sont des bons chiffres. Bien sûr, l'inflation nous a heurtés, mais l'inflation, c'est un phénomène mondial, cher ami. Tous les pays sont heurtés dans l'inflation. L'élection du président Trump, ça vient aussi du choc de l'inflation aux États-Unis. Les élections en France, le fait que le président Macron a perdu sa majorité au Parlement, ça vient aussi du choc de l'inflation mondiale. Donc le Congo a aussi été victime. Mais on arrive à résister. Il y a une dépréciation sans doute, et le président a été sincère, comme je dis. Il l'a dit hier. Dépréciation du taux du franc congolais d'environ 4,2% en 2023. Mais on remarque que depuis 6 mois, grâce à l'équipe qui est en place, le franc congolais est stable. 1 dollar vaut à peu près 2850 francs congolais. Justement, il y a une stabilité et on espère que d'ici début 2025, le taux du dollar va baisser. Mais d'autres chiffres aussi. Par exemple, la baisse du prix de l'essence. Il a baissé de 10%, le gasoil de 13%. Et puis, on a suspendu la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur 8 produits stratégiques, si on peut dire, des produits essentiels. Ce qui fait produits de première nécessité. De première nécessité, voilà. Donc ça a un impact dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et vous le verrez, même ici, pour les fêtes, les prix vont baisser. Les prix de ce que nos compatriotes utilisent. Toujours dans les futurs. Pardon, vous dites? Toujours dans les futurs. Dans le quoi? Dans le non. Les fêtes de Noël, c'est dans 10 jours, papa. Donc, c'est pas le futur, c'est un futur proche, si vous voulez. Okay. C'est-à-dire, c'est un effet symbolique qu'on pousse pour que les gens puissent passer en famille ce moment. Je dis cher aux gens de pouvoir passer en famille les fêtes de Noël. Mais tout ça... Et c'est des décisions à moyen terme. Non, si je comprends bien, parce qu'au mois de janvier, ça va encore revenir. Pas du tout. Donc, vous n'avez pas touché la racine pour trouver la solution au problème. Racine, parce que justement, et le président l'a expliqué hier, dans la négociation qui a été une négociation dure avec les pétroliers, on a réussi à faire qu'il y ait une stabilité, même une baisse de prix de l'essence. Et vous connaissez très bien l'économie, donc vous savez que quand le prix de l'essence baisse, il y a une répercussion. Et le malheur dans l'histoire, c'est simplement que cette répercussion entre le prix des denrées au marché et le prix de l'essence, il y a un délai. Pourquoi? Parce que durant ce délai-là, les importateurs doivent d'abord vider leur stock qu'ils avaient acheté à un prix de l'essence qui était plus élevé. C'est pour ça qu'il y a un délai. Parce qu'on a baissé le prix de l'essence à partir du mois d'octobre, mais on ne le sentira dans la baisse des prix des denrées, des produits que nous achetons, on ne le sentira que maintenant, début décembre, fin décembre, et puis bien sûr sur l'année 2025. L'économie, ça se travaille, et un pays, ça se dirige en séquence, on programme les choses. Il ne faut pas croire que c'est par un coup de baguette magique qu'on résout les choses. 6 ans après, vous demeurez dans un discours des faibles parce que l'économie congolaise est entre les mains des étrangers du moment que nous avons 80 000 hectares de terres arables, à moins que je me trompe. Nous avons ça c'est vrai, ça c'est l'agriculture. Un des grands chantiers qui a été abordé. Nous avons assez de terres où nous pouvons faire des choses ici, mais pourquoi nous dépendons des autres? Est-ce qu'il vous manque un leadership clair dans ces secteurs ou bien comment? Non, parce que le leadership, il est là, et la volonté, elle est là, et la preuve de ça, c'est que précisément dans son discours sur l'état de la nation... Les gens ne vont pas consommer les discours. Non, mais je vous explique... Il faut être pragmatique. Vous m'avez invité à l'occasion du discours, n'est-ce pas? Donc, on est censé parler du discours. C'est pour ça que je rebondis sur le discours. Parce que c'est ce que je vous ai dit, c'est un exercice traditionnel, solennel, de la redevabilité du chef de l'État envers sa population. Il fait le bilan de l'année. Et il trace la perspective pour l'année suivante. Et c'est pour ça que je reviens tout le temps sur ce discours. Parce que je me base là-dessus pour dire ce que la parole du chef a dit. C'est ça qui est la vérité et c'est ça qui est en train d'être fait. Voilà. Donc parlons de ça. Et bien là-dessus, vous avez suivi ça, puisque vous êtes un journaliste très pertinent. Et vous savez très bien qu'il a consacré au moins 3 chapitres à l'agriculture. Parce que comme il a dit, durant le premier mandat, on a reposé les fondations d'un État stable. C'est-à-dire on a travaillé sur la question des recettes. Parce qu'on ne peut distribuer que ce que l'on a gagné. On est quand même passé d'un budget qui était de 4 milliards à l'époque de l'Ancien Régime à 15 milliards et aujourd'hui à 18 milliards.
C'est-à-dire que, et on doit aller jusqu'au moins 25 voire 30 milliards Mais les gens de ne recettes. sentent pas les coûts de ces budgets. Je viens de vous expliquer que les gens sentent déjà le coût, la baisse de l'essence, la baisse du gasoil et bientôt la baisse des denrées alimentaires. Les gens sentent le coût. Donc ne le dites pas qu'ils ne sentent pas. Peut-être qu'ils ne le sentent pas suffisamment. Je peux l'admettre. Peut-être que les choses ne vont pas assez vite. Je peux l'admettre. Parce que nous subissons aussi des chocs exogènes, comme je vous ai expliqué. L'inflation qui est un phénomène mondial. Mais ce gouvernement, sous le leadership du président, travaille. Et les choses vont dans le bon sens. L'agriculture, pour ça, on va m'arrêter là. L'agriculture est une priorité. On a commencé à y travailler. Et si vous avez entendu le discours du chef de l'État, ça sera la priorité des priorités en 2025. Et il a égrené tout ce qui va être fait concernant l'agriculture. Il y a déjà eu une distribution de 350 tracteurs, 5 millions de tonnes de semences, 500 tonnes de fertilisants. Et cette agriculture, avec la loi sur le développement agricole qui va être votée au Parlement, ça va donner une impulsion au pays pour pouvoir justement être un véritable champion agricole. Et réaliser concrètement ce que le président a toujours dit, la revanche du sol sur le sous-sol. Donc, les choses sont en train d'être faites. Mais on doit les faire de façon rationnelle et de façon programmatique. On ne peut pas décider comme ça et faire. Il faut par exemple créer un cadre juridique. Quand je vous parle le code agricole, on le réforme, on voit comment on peut utiliser les terres, qui a droit aux terres, la question foncière, qui est propriétaire de la terre, comment on exploite la terre. C'est tout ça qui a été réglé. Et maintenant, vous allez voir l'impulsion qui va se faire. Les routes de desserte agricole. Le programme Sicomine, par exemple, nous permet de construire des routes, des infrastructures. Mais le programme que l'on a signé avec le FMI, 3 milliards pour les facilités de crédit, ça nous permet aujourd'hui de mettre de l'argent dans le PDL 145, donc le programme de développement local des 145 territoires, dont un volet important, c'est la réhabilitation de 35 000 km de routes de desserte agricole. Donc, soyez patients, mais très peu patients, vous verrez. Les choses sont en train de changer et vous le verrez. Mais quittez aussi Kinshasa, cher ami. Allez à l'intérieur du pays. Allez voir dans des agglomérations au fin fond du pays, à Katakakombe, à Aru, je ne sais pas où les gens vont vous expliquer qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'école. Grâce au président Tshisekedi, des écoles ont été construites. Il n'y avait pas de dispensaire ou de centre de santé. Grâce au président Tshisekedi, des centres de santé ont été créés. Donc, quand on vous explique que dans le domaine de la santé, près de 1,3 million de femmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos épouses, ce sont nos mères, ont pu bénéficier de la gratuité de l'accouchement. Ça, ce sont des résultats concrets. Ce ne sont pas des critiques faciles de la part de l'opposition. Une opposition qui ne veut pas être constructive. Elle peut avoir une opinion différente. Elle peut avoir un projet de société différent. Mais actuellement, l'opposition que vous citez là, c'est une opposition qui s'oppose par principe. Tout ce que dit Tshisekedi est mauvais. C'est-à-dire Tshisekedi dirait le soleil se lève à l'est, il dirait non, le soleil se lève à l'ouest. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne vais pas avoir les tweets de M. Claudel Loubaya parce qu'il est allé dans un terrain très glissant, oui. M. Eric Nindou. J'aimerais avoir les tweets de Claudel Loubaya, l'un des opposants du régime. Voilà, il est là. Quand il dit, voilà, Tshisekedi ne mérite pas les Congos. Il s'est disqualifié. Claudel Loubaya. Demandez-lui pourquoi. Il faut étayer ça. C'est son opinion. Il est opposant. C'est normal qu'il s'oppose. Parce qu'on a une opposition, comme je vous dis, une opposition qui est une opposition, non pas de réflexion, mais une opposition de réflexe. C'est-à-dire que, de façon spontanée, dès que Tshisekedi dit bleu, eux ils disent jaune. Dès que Tshisekedi dit blanc, eux ils disent noir. On aurait besoin d'une opposition, surtout dans des moments que vit le pays, c'est-à-dire que le pays est agressé à l'Est, on aurait besoin d'une opposition qui peut être critique, mais qui est constructive, qui dit, sur ce domaine-là, on s'unit, tous les Congolais, parce que la patrie est en danger, et puis sur ce domaine-là, on met des nuances, on donne des alternatives, mais on ne fait pas que de s'opposer. Ça, ce sont des mots que je ne peux même pas commenter, cher ami. Il ne mérite pas les Congos, il s'est disqualifié, changer le président devient un impératif du salut public. Claudel Loubaya. Je ne vais pas répondre à ce genre de propos parce que ce sont des propos qui ne reposent sur rien. Ce sont des propos qui sont polémiques par principe. Mais il faut changer les présidents, ça devient un impératif. C'est son opinion, oui, mais c'est son opinion. C'est son opinion. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 73% des Congolais ne sont pas de son avis, puisqu'ils ont élu le président en 2023.
Donc voilà. Alors, Mais je ne vais pas polémiquer ici avec M. Loubaya. Je suis venu pour répondre à votre question, notamment sur le discours sur l'état de la nation. vous êtes venu pour répondre à mes questions, mais Claude Loubaya, c'est aussi un Congolais qui a aussi son opinion. Je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas le droit, mais je dis simplement, je n'ai aucun intérêt à rentrer dans une polémique. Mais M. Eric Nindou, en vous entendant parler, vous êtes comme... vous réfléchissez comme le chef de l'État, hein, selon plusieurs personnes. Il vous a infecté, vous êtes trop futuriste. Mais parce que quelqu'un a dit, un grand Congo, avec autant de fleuves que nous avons, on n'a même pas des bateaux de pêche. Mais si, cher ami... Et s'il y a un problème... Est-ce que vous avez suivi le discours sur l'état de la nation? J'ai pas des opposants. Est-ce que vous l'avez suivi? Moi, j'ai suivi les discours, Alors, mais je est-ce que peux vous vous avez... poser des questions. Oui, oui, voilà. Vous avez Oui. entendu ce que le président a dit? On a déjà acquis 8 bateaux de pêche industriels. Ils ont été notamment virtuels, construits... Non, ils ont été des construits... bateaux réels. Ils ont été construits Ils sont en ici. Égypte dans le cadre d'une coopération économique avec l'Égypte. Et ils arrivent là, ils arrivent dans les semaines qui arrivent. Mais c'est pas Peut-être dans encore ici. Non, ils arrivent, certains arrivent parce que, vous savez, des bateaux, ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie. Il faut un plan, il faut construire, et puis il faut les faire venir. Mais ils sont là, et vous allez voir que quand ils vont arriver, il y aura une cérémonie, on va les inaugurer, et ils seront opérationnels. Mais vous ne pouvez pas aussi douter de certains Congolais qui pensent que la parole du chef de l'État n'est plus crédible parce qu'il a à promettre à plusieurs choses. Tous les chiffres que le chef de l'État... réalisés. Il y a même un opposant qui a écrit un livre sur les promesses du chef de l'État. Mais c'est très bien si ça lui permet de vendre le livre et de gagner un peu de sous, tant mieux pour lui. Je veux dire, les entreprises éditoriales, chacun a le droit de le faire. Mais moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que hier, le chef de l'État, quand il a tenu son discours sur l'état de la nation, il a tracé un cap, il a donné des chiffres pour soutenir son bilan. Ces chiffres sont, je veux dire, vous pouvez les vérifier. Allez sur le terrain, renseignez-vous. Ces chiffres existent. Certains chiffres, nous n'en avons pas encore, on ne les donne pas. Mais les chiffres qui sont donnés dans ce discours, ce sont des chiffres vérifiés et revérifiés, vous pouvez le savoir. Quand je vous parle de 1,3 million de femmes qui ont pu bénéficier de la maternité, enfin des mesures de maternité. La gratuité de la maternité, ça voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça, quand je vous parle de 7000 km de routes qui sont en train d'être construits, quand on parle de 9 centrales solaires qui vont être livrées avant le 31 décembre 2024, c'est une réalité, cher ami. Donc ça, ce sont les réalités. Mais Matata Pogno dit plutôt que vous avez trouvé une Quand je vous parle de l'usine de zinc qui a été lancée, c'est une réalité. Allez sur place, vous verrez la production du zinc. Mais dans les domaines la production de faïence, aérienne, vous allez la voir. Dans le domaine de Pepsi, qui a créé des emplois et qui produit ici de l'industrie de boissons sucrées, c'est une réalité. Et il y en a plein des exemples. Vous avez acheté, vous louez des bateaux, vous louez plutôt les avions à un montant très élevé. Si vous économisez, on peut acheter autant d'avions. Matata Pogno pense que c'était des mauvaises décisions prises à la précipitation tout simplement pour... Mais là, il est dans son rôle. Matata Pogno. Mais pourquoi il n'est pas au Parlement pour en parler? Il pourrait en parler. Il y a un débat parlementaire. Il pourrait en parler au Parlement, dire des choses. Oui, vous faites saigner la caisse de l'État. Non, mais c'est-à-dire que là, vous allez dans le débat sur la gestion. Un opposant a le droit de proposer une alternative. Donc je ne vais pas répondre à Matata Pogno, ce n'est pas mon rôle. Je veux dire qu'il aille dans un débat parlementaire et qu'il y réponde. Je l'ai vu lors du débat sur le budget. Il a parlé, il a répondu, il donne son opinion, ils vont confronter les opinions. À la fin, on vote, le budget est passé. Et voilà, le débat est clos. Vous vantez de nouveaux compagnies que vous avez créé, une nouvelle compagnie. Oui, une nouvelle compagnie que vous avez créée. En joint venture avec Ethiopian Airlines. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'outiller Congo Airways au lieu d'ajouter trop de charges à la République? Ce ne sont pas des charges qu'on a ajoutées à la République. C'est une stratégie économique. Une mauvaise stratégie parce que Congo Airways pourquoi vous dites que c'est une mauvaise stratégie? Mais c'est ça que les opposants pensent. Oui, mais attendez, si votre rôle c'est de simplement donner le discours des opposants sans réfléchir par vous-même, réfléchissez par vous-même. Mais aidez-nous à comprendre pourquoi vous l'avez fait. Je vous explique, ça a été fait en sorte que il valait mieux lancer une nouvelle compagnie aérienne qui n'allait pas subir, si vous voulez, le mauvais bilan de Congo Airways. Les mauvais bilans? Oui, parce que Congo Airways était en déficit au niveau financier. Donc cette nouvelle compagnie, elle repart, on la met sur les fonds baptismaux, elle repart avec un bilan zéro. Elle est mise sur pied
en association, en partenariat avec Ethiopian Airlines, qui est une grande compagnie, peut-être la plus grande compagnie africaine et parmi les grandes compagnies mondiales, qui a un historique et une réputation de rigueur au niveau de la gestion. On se met en joint venture, on va travailler, et c'est tant mieux. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est une nouvelle offre pour nos compatriotes d'un nouvel outil qui va leur permettre de pouvoir se déplacer dans le pays. Congo Airways, CAA et tout ça, Air Congo, ça va multiplier les chances parce qu'on a un grand pays. On ne peut pas relier tous les coins du pays par la route. Et bien, l'avion, c'est un moyen aussi adéquat qui aide nos compatriotes à pouvoir se déplacer, à pouvoir déplacer surtout des marchandises pour qu'il y ait justement cet échange de marchandises qui fait l'économie d'un pays. C'est ça qu'il faut voir derrière. Et les critiques de l'opposition, ils n'ont qu'à les mener, ils n'ont qu'à toujours faire des critiques, tant mieux. Si ces critiques sont constructives, ça peut nous aider à améliorer, mais si ces critiques sont simplement, comment je pourrais dire, critiquer pour critiquer parce qu'on est opposant, ça ne fera pas avancer les choses. Alors prenons des autres questions importantes, parce que hier le chef de l'État parlait de la justice, hein, et apparemment il s'est plaint par rapport à la justice, mais dis-moi, il a dit qu'il y a eu l'amélioration, mais il y a eu l'état général de la justice, mais certains magistrats pensent que le ministre de la Justice a falsifié le rapport. Est-ce le chef de l'État peut être un bon arbitre pour ne pas créer des problèmes dans ce secteur? Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Le chef de l'État est le premier magistrat du pays. D'accord? Donc c'est lui le garant justement de la stabilité et du bon fonctionnement des institutions. D'accord? L'appareil judiciaire, il travaille, il y a la séparation. Hein? Dans un État de droit, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. D'accord? Donc, l'indépendance de la justice, elle est garantie par notre Constitution. Il y a eu les États généraux pour qu'on rassemble tous les acteurs de la justice, qu'ils puissent parler entre eux, qu'ils sortent des recommandations pour qu'on travaille. Il y a des recommandations sont sorties. Une espèce de livre blanc, si je peux dire, est sorti. On va travailler dessus avec le ministre de la Justice, qui a toute la confiance du chef de l'État. Vous avez quand même suivi certains magistrats dire que le rapport a été falsifié. Mais oui, mais c'est normal, papa, parce que les gens sont... Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, et c'est normal. Il ne faut pas... En fait, je pense que parfois, les gens... On a tellement vécu sous la dictature dans ce pays, dans des temps anciens, qu'on a l'impression qu'il faut l'unanimisme partout. Ça veut dire les gens doivent être d'accord tout le temps sur toutes les choses, sinon ça ne va pas. Non. Dans une démocratie, et le président Tshisekedi est le premier démocrate congolais, il admet que des gens puissent avoir un avis contraire. Ils peuvent avoir un avis contraire. Mais lui, après avoir réfléchi, après avoir entendu, il tranche. C'est ça un chef. Il tranche et on avance, on travaille. Et là, on va travailler sur la base notamment des recommandations des États généraux et sur la base surtout du plan d'action du gouvernement qui a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la justice. Je vous en ai parlé, le chef l'a rappelé hier aussi, le recrutement de jeunes magistrats, l'installation de magistrats dans les coins les plus reculés du pays, parce qu'il faut que l'État soit présent au plus près de nos compatriotes, la construction de prisons, une politique répressive qui soit basée, comme le chef de l'État, sur notre législation. Et il a dit une chose qui était très importante par rapport à notre jeunesse aussi. Il a dit, les jeunes Koulouna, ce phénomène des Koulouna, les jeunes délinquants, on va leur offrir une possibilité de réinsertion. Et il a donné même l'exemple de Kanyama Kassese avec le service national. Mais ceux qui n'accepteront pas cette main tendue de l'État subiront la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Exactement. De la loi. Ouais. Voilà pourquoi Absolument. Certaines personnes pensent, certains acteurs de droits de l'homme qui pensent que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devient une fois de plus un vrai dictateur qui a donné une mission suicide au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, donc Jacquemain Chabani et Constant Moutamba, de tuer des Congolais. Non. Parce que vous avez suivi quand même Moutamba qui dit la peine de mort sera mise en application. Tshisekedi démocrate hier, aujourd'hui, il accepte qu'on tue les Congolais. Non, cher ami. D'abord, ce n'est pas le ministre de la Justice qui décide de l'application des peines. Il y a un appareil judiciaire. Mais il a parlé de la peine de mort. Mais oui, non, il y a la peine de mort dans notre législation, n'est-ce pas? Il y avait un moratoire sur la peine de mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on avait suspendu l'exécution de la peine de mort. On a levé ce moratoire dans des conditions bien particulières. Ça concerne la trahison de ceux qui trahissent le pays, ceux qui trahissent la patrie. Et c'était spécifiquement pour gérer et dissuader
les faits de trahison qui se passaient à l'Est, sur le front, de la part de certains fonctionnaires de l'État ou bien de la part de certains militaires. D'accord? Donc, les choses sont cadrées. Il faut analyser les choses. Donc, de ce point de vue-là, il y aura une répression envers les Koulouna. Et puis, laissons aux juges qui lisent le droit et qui disent le droit de nous dire si, dans tel cas ou tel cas, il y a un abonnement. On ne décide pas comme ça en disant on va tuer les gens. Ça ne se fait pas. Nous sommes un État de droit. Vous savez que le Congo participe récemment, et c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit du président Tshisekedi, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Et c'est une grande victoire diplomatique. Mais quand vous et d'ailleurs, l'année prochaine, on va aussi jugés dans les juridictions ou l'année prochaine, on va aussi qui n'est pas des leurs. Vous parlez de l'état de droit. L'année prochaine, on va aussi adhérer, sans doute, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que le Congo a des responsabilités aussi internationales. On a signé des conventions internationales. On ne fait pas les choses n'importe comment. On respecte nos engagements. Monsieur Eric Nindou, nous sommes à la fin de cette émission. La toute dernière question sur le plan de la diplomatie et sur le plan de la sécurité. Parlons-en. Les chefs devaient se rendre au Luanda. Il y a quand même... il va se rendre. Certaines personnes qui pensent que c'est un piège. Surtout au mois de janvier, le Congo a une mauvaise histoire. Hein. On a eu à perdre autant de présidents au mois de janvier, surtout à la fin du mandat. Il y a les démocrates et les républicains. Là, c'est les démocrates qui terminent leur mandat, puisque le président Biden va céder le pouvoir au président Trump. Ce n'est pas un piège qui se rend là-bas avant le 20. Il ne faut pas attendre après l'investiture de Trump pour qu'il aille là-bas. C'est quoi la nécessité? L'urgence, c'est quoi? Parce que les Congolais, il y a même un député, Willy Michiki, qui a donné un conseil au chef de l'État de ne pas se rendre. C'est son droit, il est congolais. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État de tous les Congolais. Donc ce monsieur a le droit, effectivement, de s'adresser à son président et de lui donner son opinion. C'est légitime, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, moi, ce que je vais vous répondre, c'est que le chef de l'État, et il l'a rappelé lors de son discours sur l'état de la nation, je reviens toujours à ça parce que c'est le fondement même de notre émission pour amener et appeler nos téléspectateurs et nos compatriotes à écouter encore ce discours qui est diffusé sur votre chaîne et sur d'autres médias, dont ils peuvent même le lire aussi parce qu'il est dit, enfin ils peuvent se le procurer sur les réseaux sociaux, notamment sur le site internet de la présidence, présidence.cd. Alors, qu'est-ce que je réponds à cette question? Il y a un processus, il y a une agression, une guerre à l'Est, d'accord? Les faits sont clairs, le Congo est agressé par les terroristes du M23 qui ne sont que les supplétifs du Rwanda, ok? Alors, à partir de là, on est dans une communauté internationale. Le président Joao Lourenço de l'Angola a été désigné médiateur à la fois par l'Afrique centrale, par l'Union africaine et aussi par l'ONU. Et il remplit bien son rôle de médiateur. Son rôle de médiateur consiste à quoi? À essayer de rapprocher les positions entre le Congo et le Rwanda pour une désescalade, apaiser les choses et revenir à la paix. Parce que fondamentalement, on ne peut pas avoir des aspirations de développer ce pays s'il n'y a pas la paix. Le président l'a répété à plusieurs reprises. Il a même répété quand il était récemment à Lobito avec le président zambien, le président angolais et le président Biden aussi. Il y avait le président Tshisekedi, le président zambien, le président angolais, le président Biden, pour ce couloir-là, hein, ce corridor, comme on appelle le Lobito. Il l'a dit, c'est très bien, on va développer le commerce, on va développer l'économie, mais n'oubliez pas qu'il faut la paix avant tout. Parce que ce n'est que dans la paix, c'est la condition, comme on dit, sine qua non, pour pouvoir développer. Donc revenons au processus de Luanda. C'est un processus, comme je dis, pour une désescalade. Il y avait une feuille de route qui avait été établie. Cesser le feu, désarmement, cantonnement, et puis plusieurs étapes pour ces terroristes du M23. D'accord? Récemment, les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo, notre ministre, Madame Thérèse, notre Mineta d'ailleurs, ministre d'État, Madame Thérèse Kaikomba Wagner, fait un travail formidable pour pouvoir justement faire valoir le droit international. À l'ONU, elle y était il y a 2 jours, pour défendre la position du Congo, pour que cette paix que l'on va créer, que l'on essaye de créer, elle ne peut se faire que sur la justice. Et la justice ne peut se faire que sur la vérité. Et la vérité des faits, c'est que il y a un agressé et il y a un agresseur. Et ce que l'on veut, c'est que le Rwanda enlève ses troupes du Congo. Donc, un consensus a été trouvé, un processus de désarmement et de neutralisation des FDLR, et puis un processus de retrait du Rwanda et de neutralisation aussi du M23.
ce processus a évolué et là on aboutit à l'étape où les deux chefs d'État doivent se rencontrer pour se parler, pour se dire les choses en face, sous la médiation du président angolais. Donc c'est pour ça, on va dans ce processus-là. Il n'y a pas question d'avoir peur. On peut bien sûr avoir son sentiment et tout ça, mais la réalité c'est que on est dans un processus parce que le Congo est un pays qui veut la paix. Nous avons 9 voisins, nous voulons vivre en paix et travailler avec ces 9 voisins pour un co-développement qui sera bénéfique à toutes nos populations. Merci, monsieur Eric Nindou. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit pendant cette émission? C'est votre mot de la fin. Bon, beaucoup de choses, parce que vous m'avez entraîné sur des questions polémiques, et c'était pas ça. Non, ce que je veux dire à nos téléspectateurs, à mes frères, mes sœurs congolais et congolaises, c'est-à-dire, vous avez entendu le président s'exprimer donc ce 11 décembre devant la représentation nationale, mais aussi devant l'opinion publique à travers les médias. Donc, saisissez-vous de ce discours, réécoutez-le, lisez-le. Voyez que le président s'est exprimé avec sincérité. Et je pense que c'est ça la première des qualités du président Tshisekedi, c'est que c'est un homme sincère, comme je disais. Il a dit, donc il a fait ce qu'il avait dit, puisqu'il a fait le bilan en vous disant ceci, cela a été fait, et je l'avais annoncé. Et puis il a aussi dit ce qu'il va faire. C'est-à-dire il a donné le programme pour l'année 2025, un programme qui sera axé dans le plan d'action du gouvernement essentiellement sur la relance de l'agriculture congolaise. À la fois par la réhabilitation des routes de desserte agricole, par le code agricole qui sera promulgué, et aussi par l'accompagnement, grâce à des fertilisants, à des tracteurs, de tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Parce que le Congo a la vocation d'être un grand pays agricole. Et donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que le pays est sur le bon chemin. Donc, n'entendez pas, comme on dit, le chant des sirènes de ceux qui ont un peu la sinistrose et qui sont ces esprits chagrins qui disent que tout va mal. Non. Certaines choses ne vont pas bien. Par exemple, pour les Quinois, la question des embouteillages. Et le président en a aussi parlé. Parce qu'il s'intéresse à la vie quotidienne de ses compatriotes. Même dans, je veux dire, quelque chose de plus commun, qui est les embouteillages que les gens subissent chaque jour, matin ou soir. Et il leur a dit ceci, qu'il instruit le gouvernement de revoir, de faire une évaluation des dernières mesures qui ont été prises et de prendre les décisions qui vont améliorer la vie des Congolais. Donc dans tous les domaines, que ce soit celui de l'éducation, de l'accès aux infrastructures, à l'électricité, à l'eau potable, que ce soit la création d'emplois, le pays est sur la bonne voie et le président Tshisekedi a tracé le cap. Donc faisons-lui confiance et accompagnons ce mouvement dans un esprit patriotique. Je terminerai par là. Le président s'est adressé à la jeunesse en disant aux jeunes, vous devez être des patriotes. Il n'a pas dit vous devez être des militants pro-Tshisekedi, non. Chacun a son opinion politique. Nous sommes une démocratie, chacun, il y a la diversité des opinions. Cette diversité, d'ailleurs, dans la cohésion, fait notre force. Mais chacun doit être sensible au devenir de ce pays parce que c'est notre seul bien commun. Merci. Voilà. Merci, monsieur Eric Nindou. Mais si je ne pose pas cette question 20 secondes, les gens risquent de me lapider. Vous aimez bien la lapidation, tout est possible à celui qui rêve, qui ose et qui n'abandonne pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais la question directe est que pourquoi Tshisekedi veut manipuler la population? Parce que les gens savent déjà qu'il veut changer la constitution. Ça, c'est, monsieur Dedi, c'est ça. Moi, je vais vous répondre. Cette question de la constitution, elle est simple. Le président l'a dit. Quel est l'objectif des choses? C'est ça, il faut toujours penser quel est l'objectif, pourquoi on prend une décision, pourquoi on exprime une opinion. Le président a exprimé ce point de vue-là de la réforme constitutionnelle parce que l'objectif, c'est de rendre nos institutions plus efficaces. On le sait tous que nos institutions ne sont pas très efficaces. Parce que cette constitution a été faite dans un temps qui n'est plus le temps d'aujourd'hui, où le Congo a changé, le Congo a évolué, et c'est pour ça que l'on doit adapter notre texte fondamental à la réalité d'aujourd'hui. Et le président, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas aux Congolais, décidez ceci ou cela. Il dit même, on ne va pas toucher aux articles verrouillés. Donc, la question du troisième mandat ou quoi, laissons ça de côté. Arrêtons de crier au loup, comme font certains opposants. Non. Ayons de la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire, réfléchissons sur
qu'est-ce que l'on veut comme constitution pour rendre notre État plus efficace, pour qu'on aille justement sur ce chemin du développement avec des outils institutionnels qui soient plus efficaces, c'est-à-dire qui rendent concrètement ce que l'on veut d'eux. Et c'est ça que le président dit. Et surtout, et c'est très important, et ça il l'a dit à Kalemi lors de son adresse à la population, le Congolais est libre de réfléchir à sa constitution. Qu'on arrête, que certains arrêtent de dire tout le temps non, il y aura la guerre civile. Non, mon cher ami, il n'y aura pas de guerre civile. Le Congolais est un peuple mature qui peut réfléchir à sa constitution parce que sa constitution, ça le concerne. Et il ne faut pas avoir... On appelle à la réflexion, mais certains ont des réflexes, c'est-à-dire ils bondissent en disant non, 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 non. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas la Bible ou le Coran ou je ne sais pas quoi. Une constitution, elle est écrite par des hommes et donc elle peut être changée par des hommes. Merci, monsieur Eric Nindou, directeur de la cellule de la communication de la présidence de la République. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, Delphine. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV de CAS Télévision, également sur plusieurs plateformes. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au Centre ou Delphin Kassongo. Je veux mettre les morceaux, les temps forts de cette émission. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Masunda, les réalisateurs attitrés de cette émission, M. Golf qui était là, Enoch et M. Germain derrière la caméra, Fatouma côté YouTube, Rachidi et Kenny. Et notre RDC est possible. Au revoir.